Cela fait maintenant plus de 25 ans de mandat britannique et les Anglais envisagent de se retirer. Mais pas avant d'avoir accompli quelque chose de très important, le partage de la Palestine entre Israël et les Palestiniens. Le plan de partage ressemble à ça. Une guerre civile éclate alors entre les Palestiniens d'un côté et les Juifs entièrement soutenus militairement par les Anglais de l'autre. Avançons dans le temps pour nous retrouver le 5 juin 1967. Israël, maintenant devenu un État indépendant selon les Occidentaux, elle déclare alors la guerre sur un peu tout le monde. La guerre était plus semblable à une mise en scène qu'à une guerre en tant que telle. On fait de nouveau un bond dans le temps pour arriver au 8 décembre 1947. Les premières organisations militaires de résistance palestinienne se créent alors officiellement. Mais entre ces noms, nous pouvons distinguer le Hamas. En 2006, les habitants de la bande de Gaza éluent officiellement l'organisation de Hamas. Le gouvernement israélien, ne supportant pas, va alors appliquer un siège sur toute la ville en 2007. On croirait que le Hamas, qui dirige actuellement Gaza, est au plus bas. Mais le matin du 7 octobre est contre toute attente. Les Israéliens se réveillent par les bombardements de l'opération surprise du Hamas sur le territoire israélien. Aujourd'hui, cela fait maintenant plus de 17 ans que Gaza est littéralement dans une prison à ciel ouvert. La pauvreté et les maladies dominent la région et il n'y a même pas suffisamment d'eau potable pour la population qui compte maintenant plus de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes bloquées ici, dans 45 km² de superficie. On croirait que le Hamas, qui dirige actuellement Gaza, est au plus bas. Mais le matin du 7 octobre est contre toute attente. Les Israéliens se réveillent par les bombardements de l'opération surprise du Hamas sur le territoire israélien. Cette opération fut une réussite totale et les militants du Hamas reviennent vainqueurs avec plus de 200 otages israéliens. C'est la première fois de l'histoire qu'on peut entendre que c'est les Palestiniens eux-mêmes qui ont commencé l'attaque sur les territoires israéliens qui jusque maintenant étaient absolument impossibles d'accès. Du côté israélien, c'est l'alerte générale. Des milliers d'Israéliens quittent le pays pour ne plus jamais revenir. Le gouvernement israélien, riche, soutenu, puissant, se voit être secoué par une organisation vivant dans la pauvreté depuis 17 ans. Netanyahou, le premier ministre israélien soutenu par Joe Biden, le président américain, déclare la guerre sur le Hamas. Tous les Israéliens, hommes ou femmes, sont appelés à la guerre. Toutes les troupes et les machines de guerre se préparent à l'attaque. On peut les compter par milliers. Avions de chasse, tanks, chars et armes lourdes. Les États-Unis envoient carrément le plus grand porte-avions du monde. L'attaque est lancée, des milliers de tonnes de missiles sont jetés sur Gaza en quelques jours. Mais pas sur Hamas, mais sur tous ceux qui trouvaient dans la ville. Ce qui littéralement efface la moitié des domiciles. Qui dit domicile, dit des enfants, des femmes et des personnes âgées non armées qui meurent sous les décombres. Au bout d'un mois, on comptait plus de 10 000 morts, 10 000 innocents ainsi que des dizaines de milliers de blessés. Mais bizarrement, aucun militant du Hamas n'est déclaré mort ou blessé. Cette tragédie fait un scandale mondial. Les citoyens décident de sortir dans des manifestations pour un cessez-le-feu immédiat. Les citoyens appellent également au boycott de toutes les marques qui soutiennent financièrement Israël, dont Starbucks, McDonald's, Coca-Cola et beaucoup d'autres marques. Au sein d'Israël, les tensions montent également de plus en plus. Les familles des otages détenus par le Hamas appellent à arrêter les bombardements de peur de les tuer involontairement. Le gouvernement, malgré toutes les oppositions, poursuit ses attaques massives. Mais cette fois-ci, il ne se limite plus à des immeubles et des maisons, mais il s'attaque aux écoles, aux lieux de culte, comme des églises et des mosquées, et aux hôpitaux. Oui, aux hôpitaux. Mais ce ne sont pas des hôpitaux ordinaires. Ces hôpitaux abritent les migrants et les survivants des décombres, ainsi que des milliers de blessés suite au bombardement. Donc, un blessé qui a pu se sortir des décombres et espérer avoir trouvé refuge dans un hôpital pour recevoir les premiers secours et poursuivre sa vie normalement, se retrouve de nouveau bombardé par des missiles qui, cette fois-ci, lui achèveront la vie. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah!
Bien évidemment, les hôpitaux ne sont pas les seuls à être ciblés. Les journalistes sont les premières personnes à être ciblées, afin de les empêcher d'illustrer ce qui se passe au monde et les empêcher également de dénoncer les injustices sur les lieux. Un des meilleurs exemples est l'histoire de Wael al-Dahdouh, un journaliste qui apprend en live que 14 membres de sa famille ont péri sous les décombres de sa maison à Gaza, dont sa femme, ses enfants, son petit-fils et plein d'autres. ايش اسمها يعني؟ استهدفوا المكان اللي عندكم؟ استهدفوا المكان اللي عندكم اللي انتم فيه؟ انتقموا منا في الاولاد انتقموا منا في الاولاد معلش انا لله وانا اليه راجعون ارجع يا شباب. C'est pas grave. Il vient de perdre la quasi-totalité de sa famille et il a le courage de dire c'est pas grave. C'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai pu observer chez l'entièreté du peuple palestinien. Malgré toutes les catastrophes qu'ils vivent, ils restent souriants et acceptent toujours ce qui leur arrive. On entend souvent le mot martyr, mais qu'est-ce qu'il signifie réellement et pourquoi il donne autant d'espoir aux Palestiniens ? Selon la confession musulmane, les martyrs sont tout simplement les personnes qui sont mortes dans une bataille contre les mécréants. Et ces personnes-là vont directement au paradis sans jugement. Et chacun d'entre eux intercède le jour du jugement pour faire entrer 70 membres de leur famille au paradis. الله يرحمهم الله يقبلهم ما تعيطش يا زلمه انت زلمه كلنا شهداء كلنا مشاريع شهداء كلنا مشاريع شهداء قول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني من خير منها سامحوا ابن عمه سامحوا. Donc le journaliste Wael al-Dahdouh est convaincu que les membres de sa famille iront directement au paradis. Et seulement quelques jours après avoir fait le deuil de sa famille, il revient pratiquer son métier de journaliste comme avant et dénonce tous les crimes commis par Israël à Gaza. Sauf que très peu de temps après, il sera lui-même ciblé par un missile qui a failli lui ôter la vie, mais qui a malheureusement ôté la vie à son caméraman, Samer Abu Daqqa, qui travaille pour le journal depuis 2004 et dont sa famille vit en Belgique. Quelques jours plus tard, c'est son fils aîné qui cette fois-ci sera ciblé avec son ami dans sa voiture par un missile israélien qui lui a achevé la vie. Et vous savez quoi ? Peu de temps après son deuil, Wael al-Dahdouh reviendra de nouveau pratiquer son métier comme avant pour ne pas montrer sa faiblesse devant les Israéliens qui voulaient à tout prix le démoraliser. Ce qui lui a fait mériter le prix du meilleur journaliste de l'année 2023. Enfin, ce que craignaient les familles israéliennes se passe. Le porte-parole de Hamas annonce la mort de plusieurs otages israéliens suite au bombardement. Les conflits éclatent au sein d'Israël même. Des manifestations menées par les familles des otages se forment, demandant la démission du Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Les autorités militaires se voient alors obligées de changer de tactique. Ils optent alors pour une opération terrestre de masse. Pour ce faire, ils mobilisent alors l'entièreté de leurs soldats ainsi que toutes leurs machines de guerre et se dirigent vers Gaza dans le but de l'occuper et de la coloniser progressivement jusqu'à trouver les militants du Hamas. Le gouvernement israélien était au courant que le Hamas était bien préparé à de telles attaques et que les opérations terrestres sont leur point fort. Mais ils étaient persuadés de gagner vu leur nombre gigantesque d'infrastructures militaires et leur technologie avancée. Alors, les premiers jours de la guerre, ils étaient satisfaits de s'avancer uniquement dans les zones agricoles et vides de Gaza. Mais ce qu'ils craignaient arriva. Seulement 15 jours après l'attaque terrestre d'Israël sur Gaza,
le porte-parole du Hamas sort sur les journaux et les médias pour annoncer que plus de 300 machines de guerre ont été détruites entièrement ou partiellement, dont les véhicules de transport blindés les plus résistants du monde, appelés les Tigres. Sans compter le nombre de morts et de blessés parmi les soldats israéliens. Le monde est confus. Comment des militants avec des moyens militaires limités et des armes conçues localement arrivent à détruire les tanks et les chars les plus résistants du monde? Israël avait déjà la réponse à l'avance. Pour pouvoir détruire de tels véhicules, il faut arriver à transpercer le blindage qui constitue comme la carapace du véhicule. Une fois transpercé, le véhicule prend automatiquement feu et le destin de l'équipage à l'intérieur est très vite scellé. Sauf que pour arriver à un tel résultat, il faut envoyer des missiles à moins de 50 mètres de distance. Israël n'imaginait pas le Hamas capable de faire cela, sachant que 50 mètres ça représente à peu près la longueur d'une cour de récréation, et que personne n'oserait faire cela pour une raison très simple qui est l'instinct de survie. 0 mètre. 0 mètre est la distance à laquelle le Hamas fait sauter les véhicules les plus lourds. Si vous n'arrivez pas à visualiser comment cela est possible, ce qui est parfaitement normal, voici un petit exemple parmi d'autres. Un militant vient calmement déposer un explosif sur le tank et repartir discrètement comme si de rien n'était. Israël a beau être riche, mais les pertes sont douloureuses. Sachant qu'un tank israélien coûte en moyenne 3,5 millions de dollars, alors quand on parle de 300, ça fait effectivement beaucoup d'argent perdu en 2 semaines seulement. Mais quel est le secret derrière cela? En fait, il y a 3 grandes raisons. Premièrement, les Israéliens ont beau être riches et au top de la technologie, le Hamas quant à lui possède des dizaines d'années d'expérience, des dizaines d'années de réflexion. Ils n'ont pas attaqué au hasard. Tout le monde est d'accord qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire. Deuxièmement, de ce que j'ai constaté, ils n'ont pas vraiment la notion de la peur. Et ce courage ne vient pas de nulle part. Il ne faut pas oublier que les actuels militants du Hamas sont les enfants et les petits-enfants de tous les Palestiniens sortis de chez eux par la force, que ce soit en 48 ou en 67. Ils ont vécu et se sont éduqués sur le principe que la Palestine leur appartient, que nulle personne ne pourrait la leur prendre pour toujours, et que s'ils meurent, ils seront enterrés dans la terre sur laquelle ils se sont battus pour la protéger. Le troisième point qui est très important, c'est que le Hamas, encore une fois, ont eu des années de réflexion et de planification. Gaza actuellement est rempli de tunnels qui mènent à n'importe quel point de la ville et même en dehors de la ville. Selon le porte-parole du Hamas, ces tunnels font plus de 500 km de long. Petite comparaison, les tunnels conçus par le Hamas seraient alors plus longs que les tunnels de métro de Londres, qui font environ 400 km de long. Donc, si le militant arrive à atteindre un char d'une aussi petite distance, c'est qu'il a parcouru tout un tunnel qui le ramène au pied des forces israéliennes. Coucou! Ce sont ces tunnels qui angoissent les soldats israéliens, qui décrivent les militants du Hamas comme étant des fantômes ou des êtres surnaturels. Malgré les avancées de l'armée israélienne dans la ville, leurs opérations de libération des otages sont à chaque fois interrompues, ce qui continue à causer la mort de plus en plus d'otages au cours de la guerre. Sans compter le porte-parole du Hamas qui sort de temps en temps pour annoncer le progrès et les opérations réussies du Hamas. Israël ne subit plus seulement une guerre physique, mais une guerre psychologique totalement contrôlée par le Hamas. Netanyahou n'a alors plus qu'une seule solution pour libérer ses otages, la négociation. Sachant qu'Israël a des milliers de prisonniers palestiniens, même avant 2023, ça on n'en parle pas, Israël va alors négocier et le Hamas accepte la libération de 60 otages israéliens pour 180 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Une fois l'échange de prisonniers terminé, la guerre prend une tournure atroce et devient de plus en plus intense. Les civils sont de nouveau bombardés
et jusqu'aujourd'hui, on compte plus de 33 000 morts palestiniens, dont plus de 14 000 enfants. C'est un nombre tellement énorme qu'il est très difficile de l'imaginer. Mais pour avoir une idée, voici une photo d'une salle remplie de seulement 1000 personnes générée par une IA. C'est énorme. Et dire qu'il y a 33 fois ce nombre de morts à Gaza, dont la moitié étant des enfants, nous ramène à un seul résultat. Israël est en train de commettre un génocide. Et c'est loin d'être le premier. Israël commet des crimes sur les Palestiniens depuis plus d'1 siècle. Une chose que les médias des puissances mondiales essaient de camoufler en faisant croire que la guerre n'a commencé qu'à partir d'octobre dernier. Pour parfaitement confirmer ce que je dis, voici un court extrait d'un entretien d'un journal télévisé. هل تعتبرون أن ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب؟ أنا لست محاميا، ولكن هناك محكمة جنائية دولية ستتولى التحقيق، وعدة بلدان طلبت من المحكمة الجنائية الدولية فتح قضية بالتأكيد. هل موقف الاتحاد الأوروبي أن ما قامت به حماس في 7 أكتوبر جرائم حرب؟ نعم. لكن سيد بوريل، قلت للتو عندما سألتك عن إسرائيل أنك لست محاميا، فكيف يكون هذا الوضوح في اتهامك لحماس؟ Alors, la personne que vous voyez ici est le haut représentant des affaires étrangères de l'Union européenne. Lorsque le journaliste lui a posé la question « Qualifierez-vous l'attaque d'Israël sur les Palestiniens comme étant un crime de guerre et un acte terroriste ?» Il s'est contenté de dire que ce n'est pas un avocat et il faut étudier les circonstances minutieusement pour pouvoir déduire cela. Mais lorsqu'on lui a posé la même question pour le Hamas, ah là il n'a pas hésité, ce n'est plus un avocat mais un juge. Alors je veux bien qu'il qualifie le Hamas de terroriste, mais être autant dans le déni par rapport à tous les crimes que fait Israël depuis maintenant plus de 6 mois, je trouve ça tout sauf acceptable. Cet extrait montre le manque de logique et le manque du moindre raisonnement derrière les prises de décision, même dans des postes aussi importants. Car au final, c'est l'avis du plus puissant qui domine. Si les États-Unis disent actuellement que le Hamas sont des terroristes, ce sont alors des terroristes sans aucun débat. Si les États-Unis disent par contre que, comme Israël, c'est leur BFF, alors on ne va pas appeler les dizaines de milliers de meurtres qu'elle a commis à travers l'histoire comme étant du terrorisme, mais plutôt de la self-defense, alors là, tout le monde dira que c'est de la self-defense. Alors j'en rigole, mais c'est malheureusement le cas. On croirait que le monde d'aujourd'hui s'est modernisé et les systèmes politiques ont changé, mais depuis la nuit des temps, c'est toujours l'avis du vainqueur et du plus puissant qui compte. Quel qu'il soit, mauvais, cruel ou non. Mais la vraie question qui se pose, est-ce que l'humanité arriverait un jour à vivre dans l'honnêteté et la fraternité, ou serions-nous condamnés pour toujours à être victimes de la loi du plus fort